Merci. Donc, Madame Chag, Marie-Pascale Chag, télémédecine et système d'information. Alors, je vais essayer de faire très rapide, juste vous expliquer en fait le résultat d'une démarche assez pragmatique puisque j'ai dirigé une clinique qui est devenue centre CSO, donc la clinique de l'Europe, et donc j'ai pu observer toutes les problématiques qu'il y avait sur la structuration du parcours et donc comment trouver une organisation qui permette de répondre aux besoins du suivi. Donc, juste rapidement pour dire le constat du développement des maladies chroniques et aussi le constat que le patient devient un usager et donc de plus en plus a accès à l'information, retour d'expérience, change le comportement du patient qui fait qu'il veut être de plus en plus acteur de sa prise en charge. Au niveau du contexte économique, clairement, les tutelles cherchent à faire des économies sur les transports, sur les prises en charge, réduire les hospitalisations. Et donc, on arrivera un jour, et on commence déjà à en voir, avoir des prises en charge bariatriques en ambulatoire, au niveau de la chirurgie. De ce fait, on a la prise en charge en fait de la chirurgie bariatrique qui vraiment illustre cette tendance avec une forte croissance, un progrès important sur les technologies chirurgicales et puis le patient qui a une mobilité réduite, qui est plutôt quelqu'un qui s'enferme et qui par contre a beaucoup recours aux associations au travers des forums et sur les sites d'information. Dans son comportement aussi, il est bien sûr, selon les régions, plus ou moins nomade. Alors en Ile-de-France, il est clairement nomade en fonction des acteurs de santé. Et donc l'idée était, par un outil de coordination, essayer de résoudre toutes ces problématiques. Dans les observations aussi que j'ai pu faire dans l'exercice aussi libéral, j'ai pu voir que 64% des interventions se font dans le privé. Il y a 4 CSO simplement qui sont privés sur les 37. Donc comment on fait en sorte de structurer le parcours et d'emmener tout le monde dans cette organisation. De plus, il y a plusieurs contraintes, garder la liberté du patient, du choix, la liberté des professionnels, la précarité des patients aussi, et donc j'ai essayé avec plusieurs personnes et dont le réseau Ronde de réfléchir à une solution suite à l'arrivée des nouveaux outils qui peuvent être la télémédecine. Donc la télémédecine, ça existe. C'est pas le futur, c'est maintenant. Les expérimentations sont en train de se faire dans le monde entier. Et comme partout, donc en France, il y a plusieurs expérimentations qui sont en train de se faire, plus ou moins réussies, mais on essaye d'avancer pour trouver des solutions. Je ne peux pas vous faire de descriptif de tous les actes possibles selon le décret, mais sur le projet Théo, on s'est axé à essayer de mettre en place de la téléconsultation et de la télésurveillance par SMS. Donc le projet Théo, l'objectif était avant tout de donner un moyen de structurer une filière complète pour peut-être après être l'appui d'un forfait de prise en charge minimale et donc qui serait la chirurgie mais aussi la consultation de psychologie, la diététicienne, etc. et que le patient ne soit pas freiné dans tout son parcours par la problématique du remboursement de ces consultations. L'idée était aussi de créer comme une organisation qui permette le passage de témoins d'un acteur à un autre. Parce que le chirurgien, quand il a fini son intervention, comment il fait pour passer le témoin à d'autres acteurs en fait qui sont en ville ou qui sont sur d'autres structures, ou alors avoir une aide ou un conseil rapidement pour ne pas laisser le patient repartir chez lui sans avoir eu l'assurance qu'il va être pris en charge derrière son intervention. Donc, le projet Théo est un projet qui se fait sur 2 ans, qui est accompagné par l'ARS et qui avec plusieurs acteurs, on a essayé d'être très large dans l'ouverture des acteurs de ce projet. Donc il y a un réseau, le réseau Ronde avec Jocelyne.
il y a donc un centre privé, il y a les hôpitaux, il y a les 2 SSR labellisés obésité d'Île-de-France, il y a un centre médical donc, qui met aussi des médecins traitants dans la boucle. Et l'idée est de pouvoir faire en sorte que tous ces acteurs puissent échanger, puissent faire le passage de témoins et puissent aussi essayer de structurer la ville, en fait, hein, tout ce qui se passe en ville. L'autre phase de cette expérimentation, c'est aussi de pouvoir faire du SMS, du suivi de télésurveillance par SMS. Et là, l'idée, c'était de garder le contact. Quoi qu'il arrive, garder le contact avec le patient. Avec un système d'alerte aussi qui permette de screener, en fait, les prioriser, en fait, les actions à mener vis-à-vis du patient. Et donc d'être support à la coordination, en fait, des réseaux. Voilà. Au niveau de cette expérimentation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait, avant de lancer cette expérimentation, une évaluation vis-à-vis de ce système, au niveau des patients, au niveau de tous ces acteurs, et on a eu un retour très très important, une attente très très importante de tous. Donc les premiers actes se feront donc dans le semestre, et les premiers suivis SMS se feront aussi dans le semestre. Voilà, merci. Bien, donc voilà un exemple qui utilise des nouvelles technologies. Est-ce qu'il y a des questions là? Patrick. Vis-à-vis de la téléconsultation, là, on imagine que c'est dans un micro-réseau constitué de gens qui se connaissent. Alors, ils ne se connaissaient pas au départ. Non, mais maintenant, ils se connaissent. Est-ce qu'on peut imaginer que la téléconsultation soit... ouverte. Non, mais balancée dans un autre pays, dans un autre... vous imaginez ? Non, parce que en fait, le concept de mobile health, c'est pas forcément de joindre un médecin qu'on connaît ou un professionnel qu'on connaît. Oui, c'est d'aller. Donc comment vous allez gérer ? Alors dans l'expérimentation, ce qui a été demandé, alors je suis le centre référent, donc j'ai le devoir de gérer des conventions avec les personnes qui vont rentrer dans le système, d'accord ? Donc là, en fait, cette année en plus, la DGES demande à ce qu'on s'ouvre vraiment sur la ville. Donc nous, c'est bien, on avait déjà des partenaires dans la ville. Donc ils me disent, en gros, vous allez passer des conventions avec les gens qui veulent rentrer dans le système. Alors, on est dans un programme expérimental, donc forcément, l'ARS est dans le comité de pilotage et on va assurer le suivi de ceux qui rentrent. Mais l'idée est de faire rentrer au moins tous les acteurs que l'on retrouve au cours du parcours d'un patient pour vérifier en fait qu'on est capable de structurer une filière avec le choix du patient qui est respecté, le choix des professionnels et du réseau qui est respecté et qui permettent de faire une prise en charge, un parcours minimum. Et l'objectif à terme, ce serait peut-être de proposer justement un forfait minimum de prise en charge. Puisque la prise en charge, souvent après la chirurgie, s'arrête parce que justement le patient ne peut pas se payer ce suivi. Olivier ? Un tout petit mot sur le modèle économique. Quel est le coût de la structure ? Alors, dans l'expérimentation, en fait, le coût de la plateforme est on va dire, est minime, puisque c'est one shot et après on est dans des, comment dire, quand vous l'avez fait une fois, vous êtes dans le build, vous l'avez fait une fois, vous n'avez plus de coûts récurrents, sauf la maintenance, mais qui est vraiment minime. Après, sur les consultations, ce sont des actes, comme chacun. Donc, entre deux structures, il y a des accords qui disent que c'est une CS. Entre des libéraux, ça va être un acte aussi. Donc là, il n'y a pas de surcoût. Simplement, on va éviter le surcoût du transport, de transporter le patient d'une structure à l'autre. Là, la Sécu, il voit vraiment un avantage économique. Ça, c'est évident. Après, sur le coût du SMS, on va dire tout ce qui est suivi télésurveillance, c'est justement pour ça qu'on s'est appuyé sur des structures comme les réseaux qui sont en train de vraiment devenir des vrais coordinateurs et qui vont, eux, avec un système d'alerte, en fait, limiter, tout en suivant tout le monde, en fait, prioriser avec, ils ont déjà les infirmières, ils ont déjà la coordination, les métiers de coordination, et donc, eux vont faire ce travail-là si les établissements ne l'ont pas en interne, parce que tout le monde ne va pas avoir les moyens de se mettre en place une infirmière de coordination, avoir même tous les acteurs sur le site. L'idée était pour les sites qui font de la chirurgie bariatrique mais qui n'ont pas l'ensemble des disciplines en fait sur l'établissement, de pouvoir quand même offrir aux patients un suivi qui soit correct. Et là, actuellement, vous voyez bien que la chirurgie se fait énormément dans des établissements privés et qui n'ont pas tous une pluridisciplinarité qui leur permet en fait de faire ce suivi correct. Ok, là on est tous d'accord là-dessus.
Combien ça coûte par patient l'hébergement de données? Parce que je suppose qu'il y a un centre d'hébergement de données. Dans notre Parce que expérience... ça a un coût, ça. Ça m'intéresse beaucoup de savoir si c'est 1 euro par mois, par patient, etc. On n'a pas fait un coût par patient parce qu'on est dans des choses infimes. C'est vraiment infime. La maintenance d'une plateforme, c'est 20 000 euros par an. Donc par patient, si on a l'ensemble des patients, l'ensemble des structures, ça va être infime. Et cette plateforme, ensuite, si l'expérimentation est prouvée, sera mise sur le GCS d'Île-de-France et ensuite sera fondue dans un ensemble de structuration qui ferait que ce support sera infime. Ça coûte pas très cher, finalement. Non. L'infirmière de coordination... Non, les nouvelles technologies coûtent vraiment pas cher. Après, le plus compliqué est de les rendre sécurisées vis-à-vis des données médicales. Et ce qui est important aussi, mais c'est sécurisé à partir du moment où vous êtes dans un hébergeur de données sécurisé. Enfin, voilà, l'accès à ces nouvelles technologies n'est pas coûteuse. Ce qui est compliqué, en fait, c'est de la compiler avec les libertés de chacun. La liberté du patient, la liberté des professionnels d'y accéder ou pas. Et l'idée, c'était que ce projet, en fait, permette de tracer un passage de témoin. Quand le chirurgien dit « je passe la main », à une coordination où je passe la main, voilà, on est sûr au moins. Et là, les pertes de vue, normalement, on devrait arriver à réduire ces pertes de vue au moins à 9 mois, un an. Prenez le micro. C'est vraiment de la télémédecine ou c'est un réseau informatisé? Parce qu'on sent que c'est vraiment local, quoi. Non, il est en fait dans la construction qu'on est en train de mettre en place, on a l'exigence par rapport à l'ARS justement qu'il soit élargi. Donc c'est écrit dans notre expérimentation qu'il sera élargi. L'idée c'était de mettre dans ce réseau, parce qu'on se connaissait pas, hein, je connaissais pas Jocelyne, etc. Donc c'était justement l'idée de montrer que à différents points d'Île-de-France, on était capable de mettre toute personne qui un jour voit le patient Mais vous m'avez répondu, c'est en Île-de-France. Non, parce que par rapport à la première question, je voyais bien aussi, par exemple, l'interprétation de l'imagerie de Radio Française faite par des radiologues indiens. Mais néanmoins, il est complètement ouvert. Il est complètement ouvert. Je voudrais continuer la discussion, on va rebondir un petit peu. Non, c'est une télémédecine du réseau. Oui, c'est une télémédecine du réseau. Oui, mais on peut très bien imaginer que demain, un patient qui est dans un endroit d'une autre région qui a besoin d'accéder puisse accéder à partir. Voilà. S'il vient vous voir, comme ça, on aura le suivi de ce patient, la connaissance de son dossier. Voilà, de toute façon, dans l'échange de téléconsultation, bien sûr, il y a un dossier de coordination, j'ai peut-être pas assez précisé, mais il y a un dossier de coordination qui permet, par exemple, à un médecin traitant qui ne connaît pas le patient, etc., et qui voit ce patient-là, le patient lui dit « je suis sur Théo », et le médecin est capable d'accéder à l'ensemble, voilà. J'ai deux petits commentaires, c'est très séduisant et on est tous confrontés, quelle que soit la spécialité, à ces nouvelles technologies. Et j'ai deux petits commentaires et une question. Le petit commentaire premier, c'est sur le transport. On en a très peu parlé. Dans le suivi, en France, le remboursement du transport, c'est un problème majeur. C'est-à-dire ça pose tout... Quand il y a du transport, parce que pour trouver des transports spécifiques aussi, dans certaines régions, on n'a même pas de transport adapté pour ces patients. Que ce soit pour le coût ou pour la difficulté technique, c'est un vrai problème pour le suivi. Beaucoup plus qu'on imagine quand on est docteur. Tout à fait. Premier point. Le second point, c'est pour ces trucs-là, la réalité pratique à laquelle on s'est confronté, c'est la responsabilité médicale. J'explique. Parce que nous, on avait un autre sujet, c'était la surveillance médicale initiale après l'opération. On a un truc sur la tachycardie. Bon, mais qui c'est qui, quand ça sonne la nuit et que ça fait bzzz, qui c'est qui s'énerve? Le patient, il s'est douché, il a enlevé le truc? Ou qui c'est qui est responsable du truc qu'on reçoit? Donc là, c'est extrême. Mais vous, qui c'est qui va dire « Ah, il y en a un qui commence à grossir, il faut la déclencher ». Et ça, c'est un truc, je trouve que dans tous ces domaines de télémédecine, c'est loin d'être résolu. C'est de la responsabilité qui met en jeu la nôtre. Aujourd'hui, elle est résolue parce qu'on a un diplôme et on a un jugement, et donc on fait confiance au jugement. Même l'infirmière, tout à l'heure Juliette a parlé, ben, l'infirmière, on lui a délégué le jugement, mais elle reste quand même une personne avec une éducation. Dans ces trucs-là, je trouve que c'est vraiment un point crucial et que je n'ai jamais vu résolu. La question, c'est, vous êtes dans le concret, combien de temps est-ce que nous, communs des docteurs, on va avoir à attendre pour que ce soit dans votre idéal plan d'action? Combien de temps ça met pour venir dans la France et c'est quand opérationnel? Alors, nous, on est dans une expérimentation qui est bien cadrée par l'ARS. L'évaluation va commencer donc dans le semestre et est prévue normalement sur une longueur d'1 an.
pour valider ou pas si le système est efficient économiquement et sécurisé, etc. Et après, ça sera à la volonté. 2 ans. Ça pourrait être dans 2 ans, un truc validé qui commencerait à s'exporter. Oui. Et pour revenir à la sécurisation, qui est responsable? En effet, on a eu cette question à se poser assez vite, puisque comme on a des acteurs qui sont en dehors des structures, dans nos systèmes, on est en train de réfléchir justement à tracer le passage de témoins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe le patient, on dit le patient va être suivi par le réseau, c'est plus le chirurgien ou le SSR, etc., on est bien à la traçabilité de la responsabilité qui suit ce patient à un moment donné. Parce qu'en effet, on passe la responsabilité à ce moment-là. Ce système, ça me remet le médecin généraliste dans le circuit plus facilement. Ça lui donne surtout, je pense que pour revenir, je suis complètement d'accord, parce qu'on a bien sûr travaillé avec les médecins traitants, ils n'ont pas le temps, et pour un patient, c'est exactement le discours qu'on a eu. Et en fait, l'idée, c'est que je pense que le médecin traitant, il a besoin d'avoir l'information quand il a le patient en face de lui. Voilà, et de savoir qu'il peut l'avoir. Donc s'il sait qu'il a une plateforme dans laquelle il peut aller chercher l'information pour le patient il dit, moi je suis dans le réseau Théo, il aura l'information complète du suivi et avec tous les acteurs qui auront pu voir le patient. Très bien, merci beaucoup.